Merci Olivier pour ces petits mots d'accueil gentils, sympathiques. Et merci à vous tous d'être présents ce soir, d'avoir pris le risque de venir m'écouter. Pourtant, je connais la plupart d'entre vous et donc ils savent à quoi s'attendre, donc tant pis pour eux. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de l'impact sanitaire des aménagements hydro-agricoles en zone tropicale, alors que, comme l'a bien dit Olivier, je suis plutôt entomologiste médical de formation? Eh bien justement, c'est que j'avais un petit peu envie de sortir de mon précaré, d'une part de quitter le moustique, l'anophèle, la transmission du paludisme, la maladie palustre, parce que j'estime en avoir déjà parlé dans le cadre de cet atelier des années passées d'une part, et d'autre part parce que dans les nouvelles fonctions que j'occupe en France maintenant, j'ai largement quitté mon domaine de compétences, et j'ose dire que je suis largement dans mon domaine d'incompétence, et donc je vais persister aujourd'hui dans cette perspective. Et donc je vais déplacer aussi le cadre du paludisme, j'en parlerai un petit peu, mais peu, en tout cas au même titre que d'autres pathologies qu'on rencontre en zone tropicale. Et je vais quitter donc l'anophèle, le moustique, le paludisme, et je vais rentrer dans le champ du domaine de la santé. Je vais bien sûr rester en zone tropicale, puisque c'est un des principaux critères pour lesquels je peux me vendre, j'allais dire en France aujourd'hui, parce que je suis en contact avec des gens qui connaissent éventuellement la santé, mais qui n'ont pas tellement la connaissance de la zone tropicale que je peux avoir. Aussi, ça sera pour moi le défi que je vais essayer de relever avec vous, de vous proposer donc un sujet extraordinairement classique. Je suis convaincu que la plupart d'entre vous ont entendu parler d'un sujet comparable plusieurs fois déjà, et donc je vais me risquer à cet exercice, donc d'une question classique, genre question d'agrégation, si j'ose dire, en essayant d'une part de traiter le sujet, parce que par rapport à l'atelier, c'est l'engagement que j'ai pris, et puis en essayant également de vous le présenter avec une certaine originalité, parce que justement, vous avez tous probablement entendu parler de ce thème, et donc de vous le présenter d'une façon différente. Et donc je me suis mis dans la position d'un apprenant de cet atelier, c'est-à-dire que comme vous tous ce matin, enfin vous 16, j'allais dire quand je m'adresse aux participants de l'atelier, vous 16, on vous a distribué ce matin sur une petite bandelette de papier un sujet, j'allais dire, qui vous a semblé ahurissant, pour lequel probablement la majorité d'entre vous ne connaissiez rien. Et donc je me suis mis dans cette perspective de taper le sujet, là, que j'ai tiré par au sort, mais je me le suis imposé, mais avec la même démarche intellectuelle, je vais essayer, comme vous l'avez fait aujourd'hui, de délimiter le sujet. C'est-à-dire que délimiter le sujet, c'est lui donner un cadre qui soit plus vaste que ce qu'il représente lui-même, mais qui permette de le circonscrire. Et donc il est clair que les impacts sanitaires des aménagements hydro-agricoles en zone tropicale, ça relève d'un domaine plus vaste qui est celui de la santé et de l'environnement. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Tout ce que je vais dire ce soir s'inscrira dans ce cadre de la santé et de l'environnement. Et pour essayer de délimiter davantage, de façon plus précise, ce dont on va parler, je vais vous donner un certain nombre d'items qui vont être très disparates les uns par rapport aux autres, mais qui vont encore se délimiter davantage. Donc c'est un peu quelque part les idées qui nous passent par la tête quand on parle de santé et d'environnement. On pense par exemple, c'est un petit exemple et d'illustration, mais à force d'aller au bout de son imagination, on cerne un sujet. Et donc la première chose auquel j'ai pensé, moi, c'est les notions de contaminants. Dès qu'on cite le mot environnement, comme celui-là, on pense pollution quelque part, même si on a tort, c'est très partiel, mais enfin c'est une introduction. Les contaminants, les milieux, les expositions, contamination organique, inorganique, les problèmes de radiation, d'ionisation, de choses comme ça. Deuxième notion, c'est les agents biologiques, évidemment, c'est tout ce qui est agents infectieux, diversité, avec les conséquences de des biotoxines, nouvelles maladies, maladies émergentes. C'est des concepts très vastes, tout ça, mais en fait ça permet, à bout de compte, je pense, de cheminer dans la délimination du sujet. Santé et environnement, aussi quelque chose de très classique, c'est les grands changements globaux, les variations climatiques, le global warming, pour parler franglais comme on utilise souvent, ces choses comme ça. Enfin, spécificité de la zone tropicale, puisqu'on parle en zone tropicale, donc la zone tropicale c'est le sud en général, c'est les notions de pays souvent très hétérogènes en termes de développement, mais plutôt, vous le savez, dans le domaine en voie de développement, avec des problèmes de démographie associés, avec une économie souvent
en début, je veux dire, et puis tout le problème des maladies tropicales qui ne se retrouvent pas dans le Nord. Santé environnement, c'est aussi l'aspect social, l'aspect organisationnel. Les gens qui sont impliqués dans cette activité, c'est les structures, c'est les systèmes de santé, c'est les pratiques. Et pour terminer, donc le tour d'horizon très très rapide, sur lequel on ne reviendra plus, c'est les problèmes de risque sanitaire, risque, crise, épidémie, donc l'aspect un petit peu paroxystique de toutes ces notions. Donc revenons à notre sujet l'impact sanitaire des aménagements hydro-agricoles, c'est un petit peu tout ça. Donc on empruntera, j'allais dire, à tous ces domaines. Aucun d'entre eux ne ferme véritablement l'impact sanitaire, mais tous ont un rapport. Et donc on chevauchera. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Merci. À votre santé, bien sûr. Voilà. Donc on chevauchera l'ensemble de ces 6 domaines sans emprunter aucun à fond, mais on y empruntera à chaque fois un domaine particulier. Donc pour introduire notre sujet, qu'est-ce que l'on va présenter d'abord? Moi je pense qu'il faut présenter l'importance de ce sujet. C'est quelque chose d'absolument monstrueux pour l'avenir, pour l'humanité entière, ces histoires d'aménagement hydro-agricole. On parle de 235 millions d'hectares, ce qui pour moi ne veut strictement rien dire. Par contre, je pense qu'on est tous réceptifs à cette idée que pratiquement la moitié de la base alimentaire de ce que l'on consomme a à voir avec les aménagements hydro-agricoles. Et je suis convaincu que la quasi-totalité d'entre vous, qui êtes de grands consommateurs de riz, même s'ils ne viennent pas de Madagascar, ne pourront pas me démentir. À l'échelle de la planète, donc, il y a un certain nombre de modifications que tout le monde estime absolument majeures, et on peut en distinguer 3. La première, donc, c'est la déforestation, avec une petite photo que j'ai trouvée sur Internet, comme vous le faites vous-même lors de vos présentations orales. L'urbanisation et le changement de pratique agricole. Ça, c'est, je crois, les 3 grandes activités humaines qui modifient largement la surface de la planète aujourd'hui. Ces aménagements, toujours pour terminer notre introduction, je crois, se retrouvent constamment dans cette dualité. À la fois, ça apporte beaucoup puisqu'on les fait, ça dépend beaucoup d'énergie de faire ces aménagements, donc il y a un retour sur l'investissement. Cet investissement, c'est tout ce qui relève de la notion de progrès, d'amélioration des conditions de la vie, d'augmentation des ressources socio-économiques. Donc ça, c'est l'aspect positif des choses de ces aménagements, c'est pour ça qu'on le réalise. Excusez-moi. Et la deuxième notion très importante, c'est que ces modifications, justement, représentent une grande inquiétude pour l'avenir de l'humanité. L'environnement se retrouve largement handicapé, j'allais dire, dans son potentiel de survie, dans sa capacité à rester et à continuer à produire en termes, j'allais dire, naturels. Et donc, il y a une certaine hypothèque qui est prise à l'heure actuelle par l'humanité pour ne pas préserver cet environnement, justement pour l'orienter dans le sens de la production, davantage de production tout de suite, mais peut-être moins de potentiel pour l'avenir. Donc cette inquiétude est le pendant de tout ce qui représente tous ces grands aménagements hydro-agricoles. Voici le plan que nous allons suivre, donc ça sera de façon extrêmement hétérogène, puisque les études de cas que je vais vous proposer représenteront, je pense, les 2/3 facilement de la communication, les généralités sur les maladies liées à l'eau, un petit quart, on va dire, et le reste sera très rapide. Ça sera pour moi l'occasion d'introduire ce que j'espère être une discussion entre nous, et où vous aurez beaucoup plus la parole. Donc les études de cas concernent le paludisme, j'y ai pas invité, je sais qu'on fait un atelier paludisme, et donc quelque part il faut que je vous donne de la substance dans ce domaine-là, mais je suis désolé. Il y aura aussi un autre domaine qui concernera les schistosomes et quelque chose qui est peut-être moins classique pour vous, c'est une arbovirose de la vallée du Rift. Les notions de généralité, ça sera un petit peu pour
pour compléter les informations que je pourrais vous délivrer dans le cadre de cet atelier. Et puis après, les deux dernières parties, c'est vraiment la discussion. Est-ce qu'on peut parler de bonnes et de mauvaises pratiques? C'est une question qu'on m'a posée. Je vais aller dire, j'ai pas la réponse, je vous le dis tout de suite, mais ceci dit, je vais vous la poser moi-même, parce que je pense qu'elle est intéressante, elle est au cœur de ce que l'on va discuter ensemble. Et je crois que pour vous, qui êtes des jeunes décideurs, si j'ose dire, ou des gens qui sont en prise avec peut-être une décision, soit à niveau régional, soit à niveau national, cette histoire de santé et d'aménagement agricole, vous y serez tous confrontés si vous ne l'avez déjà été. Et donc, je vais vous présenter mon point de vue et j'attendrai le vôtre en retour si vous voulez bien. Donc, en avant pour les études des cas, et donc on va parler sur le paludisme avec une question. Donc, pour commencer, un rappel bref, très très bref sur le paludisme. Là, je pense que je peux aller vite, là, vous êtes en 4e semaine. Donc, les deux acteurs principaux du paludisme, si on doit en donner deux, mais en fait il y en a trois. Donc, il y a l'homme, le moustique, et puis l'agent du paludisme, un protozoaire, avec deux types de transmission, la transmission homme-moustique et la transmission moustique-homme. Et alors donc, je pose la question au juge suprême que représente PowerPoint. PowerPoint, est-ce que le paludisme est une maladie liée à l'eau? La réponse est oui. En partie, puisque vous le savez, ou vous ne le savez pas encore, on est en semaine d'entomologie, mais le moustique est un être vivant très lié à l'eau, puisque tous les stades larvaires du moustique se développent dans l'eau. Les gîtes larvaires sont aquatiques. Je pense que je n'en sortirai pas vivant ce soir. Merci. Donc paludisme et riziculture. La grande question qui se passe avec la riziculture, c'est est-ce que ça augmente la transmission du paludisme en Afrique? Alors je lui ai dit oui et non. C'est pas seulement parce que j'ai pas envie de m'engager sur cette question, c'est parce que si vous cherchez, si vous faites de la bibliographie sur cette question, vous aurez probablement dans la littérature autant de réponses positives que de réponses négatives, rien que pour la seule Afrique. Et pour ça, donc, on a besoin de savoir en préliminaire comment est-ce qu'on mesure la transmission. Alors là, je n'insiste pas là-dessus, il y a des gens qui vont nous traiter ça cette semaine dans le cadre de l'atelier, mais la transmission du paludisme, c'est essentiellement un taux d'inoculation entomologique, taux TIE, qui est le produit de la densité de moustiques, qu'on appelle densité anophélienne, de vecteurs de moustiques vecteurs qu'on appelle MA, multiplié par l'infectivité de ces moustiques, c'est-à-dire l'indice probabilistique S. Je ne développe pas ça davantage, mais j'avais besoin de vous le rappeler pour la suite. Et donc, en faisant un petit travail de préparation de cet exposé, je suis tombé sur cette référence, non pas que je sois un fanatique des dernières références, comme si c'était elles qui étaient les plus exactes, rien n'est plus faux, mais celle-là nous apporte quelque chose d'intéressant sur les changements, sur quelque chose de tout à fait extraordinaire en termes d'agriculture irriguée, puisque au cours d'une année d'observation, l'année 2002, ils ont observé le taux de transmission et d'inoculation entomologique dû à Anopheles gambier qui est dans cette zone-là le vecteur quasi exclusif. Donc dans la zone de riziculture irriguée, ils sont tombés sur un taux d'inoculation de 789 piqûres d'Anophèles infectés par homme et par an, alors que dans la zone voisine, la même année, ils sont tombés sur 233. Alors on se demande toujours dans ces cas-là, qu'est-ce que veulent dire ces chiffres? Est-ce que la transmission est plus grande en zone irriguée? Est-ce que c'est dû à la zone irriguée ou est-ce que c'est dû seulement à ce contexte-là qui fait que dans ce village-là de Zata, il y a de toute façon une transmission plus grande qu'à Siemoko? Alors dans ces cas-là, on peut pratiquement jamais conclure, sauf que cette étude s'est déroulée en Côte d'Ivoire, je le rappelle, et en 2002. Donc, lorsqu'ils avaient imaginé de faire l'étude sur 2 ans, ils n'avaient évidemment pas imaginé que la Côte d'Ivoire allait quelque part imploser sur elle-même en termes politiques, en termes de paix sociale, et l'énorme bouleversement historique qu'a connu la Côte d'Ivoire a entraîné le fait que la riziculture s'est arrêtée. On est tombé dans cette situation extraordinaire où une énorme zone rizicole, d'une année sur l'autre, a fonctionné, puis l'année suivante n'a pas fonctionné, ce qui n'arrive jamais en conditions normales, mais la Côte d'Ivoire nous a procuré là des conditions quasi expérimentales uniques. C'est pour ça que je cite cette référence. Et donc on se rend compte qu'il y a eu
un véritable effondrement de la transmission du paludisme dans la zone ridicole. On est passé de 789 à 38, avec un protocole exactement la même chose. C'est la même équipe qui a fait la même étude, c'est seulement l'année qui a changé et les conditions d'environnement dues à l'absence de culture irriguée. Donc une diminution de l'ordre de 20 fois pour faire court, donc de la transmission. Donc là, on mesure quelque part l'impact de la riziculture en termes d'augmentation de la transmission. À l'inverse, dans la zone pluviale, où là, les changements de pratiques culturales n'ont pas eu lieu, c'est-à-dire les gens ont toujours été présents sur la zone, mais il n'y a pas eu ni plus ni moins, c'est-à-dire de pluviométrie, mais pas davantage d'utilisation de l'irrigation. Et bien là, on est passé de 233 à 342, ce qui en termes je vais dire d'entomologie ne change quasiment rien. On va considérer que 233 et 342 c'est la même chose, tandis qu'un effondrement de 20 fois, on ne peut pas considérer que c'est la même chose, et là on estime que c'est l'importance de la riziculture qui est évaluée en termes de transmission. Deuxième exemple, qui est pris aussi également en Afrique de l'Ouest, avec l'observation au Vallée du Cou, Burkina, c'est une trentaine de kilomètres au nord de Bobo-Dioulasso. Et donc, j'ai la prétention de vous présenter le travail que j'ai fait, non pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais vous allez le comprendre juste après pourquoi. Donc, c'est un travail que j'ai fait et que j'ai mentionné dans ma thèse. Et donc, selon les travaux que nous avions faits, donc dans notre équipe, on avait trouvé une très forte densité d'anophèles, et donc on avait conclu que la rizière était favorable aux densités d'Anopheles gambier, qui est le vecteur local, là-bas, celui qui pullule, j'allais dire, au stade larvaire dans les rizières au moment où les rizières sont inondées. Pour la petite histoire, donc le maximum était de 158 piqûres d'anophèles par nuit, au moment où il y en avait le plus. Avec un comportement particulier de ces anophèles, en tout cas une caractéristique, c'est que les moustiques qui venaient piquer l'homme étaient très peu âgés, donc ils étaient très jeunes, et donc le TP c'est le taux de parturité, donc un taux de parturité de 30% en moyenne sur une année, c'est rien du tout. Ça veut dire que les moustiques qui viennent au contact de l'homme sont très peu âgés. Deuxième caractéristique importante de cette population d'anophèles très nombreux, c'est que l'homme était peu atteint, probablement parce qu'ils utilisaient beaucoup de moustiquaires, mais pas seulement, parce que les moustiques dans ce contexte-là avaient une forte propension à aller prendre leur repas de sang sur le bœuf. Donc faible âge de la population, faible anthropophilie, donc très logiquement il y a un très faible indice porozoïtique, une infectivité de l'ordre de 0,51% pendant la période de transmission qui est relativement brève. Donc sur l'ensemble de l'année on a un pourcentage de moustiques positifs avec des sporozoïdes dans les glandes salivaires encore plus faible. Donc 0,51 c'est faible. Logiquement dans cette région autour de Bobo-Dioulasso on tape souvent dans les 3% de prévalence pour les sporozoïdes. Et donc, sous l'action conjuguée d'une forte densité et d'un faible indice porozoïtique, l'un, globalement, compense l'autre, et au bout du compte, on atteint une transmission qui est standard, je vais dire, pour la région, de l'ordre de 30 piqûres d'anophèles infectés par homme et par an. Donc, c'est quelque chose qui est très habituel pour les gens qui résident dans cette région. Donc, très forte densité d'anophèles, très faible indice porozoïtique, et rappelez-vous, 30 piqûres d'anophèles infectés par homme et par an. Pourquoi vous allez vous rappeler ça? Parce qu'on va tomber dans une autre étude qui a été faite par un des collègues aussi qui travaillait après moi au centre Murat à Bobo-Dioulasso et qui, 15 ans plus tard, si j'ose dire, a refait exactement la même chose. Alors d'habitude, on ne sait pas ce qu'on fait, mais lui, j'allais dire, c'est qu'il a eu l'intelligence de refaire et de faire une sorte de comparaison. Souvent, on fait une comparaison entre deux zones géographiques voisines. Là, il a fait une comparaison pour la même zone géographique, mais à 15 ans d'intervalle, ce qui est considéré comme une relativement longue période, au moins par rapport aux moustiques. Même si c'est pour l'homme, c'est pas grand-chose. La rizière n'avait pas beaucoup changé en 15 ans, et il a observé des taux de transmission qui étaient considérables, puisque, rappelez-vous qu'on avait 30, ce qui était là 15 ans avant, et là on est passé à 697 ou 515. Donc il y a eu une augmentation considérable de la transmission, avec pratiquement pas de changement dans les densités anophéliennes, mais par contre des changements très importants en termes d'indice porozoïtique. À noter que les seules modifications méthodologiques qui avaient prévalu entre 15 ans avant et cette étude-ci, c'est que là on ne disséquait plus les moustiques, là dès lors ils n'avaient plus la capacité en termes de techniciens, et donc ils ont travaillé avec des ELISA CSP, technique qui est considérée comme étant plus sensible, peut-être même trop sensible
Et donc on peut estimer que peut-être que ces chiffres de 697 et 75 sont un petit peu excessifs, mais en tout cas ils ne sont pas dans la même proportion que ceux que nous avons observés 15 ans auparavant. Et donc ce point, j'allais dire, considérable d'augmentation de la transmission est difficilement explicable. Ce qui est sûr, c'est que moi je n'avais pas véritablement expliqué pourquoi est-ce que les indices prosoétiques, en tout cas pourquoi la longévité des moustiques était si faible il y a 15 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant, 15 ans plus tard, eh bien, j'allais dire quelque part, l'augmentation attendue de la transmission s'est réalisée. Ça a pris peut-être une quinzaine d'années, mais c'est intervenu. Alors on quitte le paludisme et on arrive au schistosomose et on se demande, même chose, si c'est une maladie qui est liée à l'eau. Alors c'est un peu le même genre de cycle, sauf qu'il y a un stade libre du parasite entre l'homme et le moustique, aussi bien pour la transmission mollusque-homme que pour la transmission homme-mollusque. Il y a des stades libres dans les deux cas, mais ça ne change pas grand-chose. Malgré tout, c'est plutôt pire, si j'ose dire, mais qu'on trouve que c'est encore plus lié à l'eau quand on interroge l'ordinateur, qui nous répond que le mollusque et que l'homme, dans ces cas-là, sont liés à l'eau pour que la transmission intervienne. Ce qui est vrai, puisque le stade parasitaire libre est un stade aquatique. Donc continuons notre petit tour de la littérature, et là on tombe sur une publication qui elle aussi est très récente. Alors vous allez croire que je suis vraiment quelqu'un qui aime être à la mode et être, mais non pas du tout, je suis un archaïque, mais cet article m'intéresse beaucoup, parce qu'il démontre, je crois, de façon très pédagogique, l'importance de la riziculture, en tout cas, oui c'est ça, la riziculture, disons-le, donc de l'aspect irrigué d'une culture agricole, en zone de savane et en zone de forêt, pour Schistosoma hematobium, où les 24 villages de la zone de savane et les 21 villages de la zone de forêt, donc aboutissent à des prévalences parasitaires chez les 4-15 ans de 5, 2 et 1% en savane, respectivement pour la rizière irriguée, avec 2 récoltes annuelles. Deuxième catégorie, c'est les rizières non irriguées, avec une seule récolte, c'est du riz pluvial. Et puis pas de réserve du tout, donc pas de récolte de riz. Donc 5 de 1, on a vraiment l'impression qu'il y a donc une diminution de la prévalence, ou comme vous voulez, une augmentation de la prévalence dans le sens pas de réserve vers beaucoup de rizières, tandis qu'en forêt, il n'y a rien de très net. 1, 2 et 4%, on va dire que ça ne change pas grand-chose. Pour Schistosoma mansoni, là je veux dire là c'est encore plus démonstratif, donc c'est qu'il y a une augmentation considérable de la prévalence parasitaire en savane, 2, 12, 16, proportionnelle à l'augmentation de la riziculture. Et en forêt, c'est encore plus symptomatique, 17, 47 et 61%. Et donc on se rend compte qu'au bout du compte, dans 3 des 4 comparaisons qu'on fait, il y a d'une façon extrêmement évidente, convaincante, je dirais, pour moi en tout cas, donc le fait que la prévalence parasitaire augmente avec la riziculture. On reste dans le domaine des schistosomoses, mais on va parler de ce qui se passe sur le fleuve Sénégal. Et donc, alors que c'est vrai qu'en matière de Côte d'Ivoire, j'aurais pu parler sous contrôle de notre collègue ivoirienne, là je parle sous contrôle de nos collègues sénégalais. Donc, le fleuve Sénégal est régulé maintenant de façon assez ancienne, si je me rappelle bien, ça fait une vingtaine d'années maintenant, qu'il y a 2 barrages qui sont construits sur le fleuve Sénégal. Il y a le barrage, je commence par celui de Manantali parce que c'est le plus important en termes d'aménagement, il est considérable, on verra une photo tout à l'heure. Il est entièrement construit au Mali, il est donc construit sur un affluent du fleuve Sénégal, il ne s'appelle plus le fleuve Sénégal à cet endroit-là, mais c'est pas grave, c'est l'affluent majeur du fleuve Sénégal, même s'il change de nom en termes hydrologiques, c'est toujours le fleuve Sénégal. Et puis un deuxième barrage qui est un petit peu plus petit, qui lui est beaucoup moins haut en termes d'ondulation d'eau, et qui a une autre fonction. La fonction du barrage de Manantali, c'est celui de créer un réservoir. Vous voyez qu'il apparaît ici sur cette carte, et donc il est visible probablement par vision satellite de loin, tandis que celui de Diamant, on ne le voit pas du tout, il est un barrage qui est au fil de l'eau. Celui-là donc crée un énorme réservoir pour que quand il y a beaucoup d'eau, elle soit retenue et puis qu'elle soit lâchée doucement, si j'ose dire, en saison sèche, pour que le lit du fleuve ne soit jamais asséché. À l'inverse, celui de Diama est un barrage qui est un barrage dit anti-sel, pour que dans cette zone qui est là, qui est extrêmement plate, lorsque la marée monte et que le débit du fleuve est très faible, eh bien le sel de la mer ne remonte pas au-delà de ce barrage.
Est-ce que ce barrage de diamant est indispensable? On n'en sait rien. Parce qu'on peut estimer aussi que puisque le débit du fleuve maintenant est régulé par celui de Manantali, on aurait pu ne pas construire du barrage de Diama, mais enfin, dans ces cas-là, le Sénégal n'aurait pas eu son barrage, donc ça aurait fait problème. Donc maintenant, il y a ces deux barrages qui fonctionnent, et finalement, il y a eu beaucoup d'aménagements hydro-agricoles qui ont été faits sur toute cette zone du fleuve Sénégal, aussi bien du côté sénégalais que du côté malien d'ailleurs, de Mauritanien, excusez-moi. Et donc, dans le périmètre de Richard Toll, culture irriguée, non pas pour le riz, là on quitte, on passe pour la seule canne à sucre, mais vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Les aménagements donc ont assuré le niveau du fleuve et des caractéristiques de l'eau, puisque le débit ne changeant pas, le Bion-Falaria, qui est l'hôte intermédiaire de la Bidardiose, c'est celui-là, a pu trouver des conditions optimales pour sa pullulation. Et en fonction de la multiplication des hommes aux alentours, on va dire, qui étaient déjà présents, mais surtout du Bion-Falaria, qui est devenu extrêmement abondant, il y a une épidémie de schistosomose qui s'est déclarée pratiquement très peu après la mise en eau du barrage de Diama. Et donc, et du Manantali, excusez-moi, deux barrages, donc de la régulation du cours d'eau. Et il y a eu des prévalences très fortes, de l'ordre de 42% pour Schistosoma mansoni, dans les zones dans la région de Richard Toll. Point important, c'est que Schistosoma mansoni, vous l'aviez vu dans la diapositive précédente, c'est normalement considéré comme une schistosomose de forêt, plutôt de zone humide, mais pas du tout de zone saharo, voire saharo-sahélienne, puisque là c'est quand même très sec dans cette région du fleuve. On est à 200-250 mm de pluie par an, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais avec la régulation du début du fleuve, on se trouve dans des conditions très particulières qui avoisinent les conditions donc, de zones humides. Et donc, point important, je crois, c'est que cette épidémie n'avait pas été prévue du tout. Elle a étonné et elle a pris de court tous les responsables sanitaires et tous les systèmes de santé. Donc, ils se sont retrouvés avec une épidémie de schistosomose dans une population pas du tout immune. Et donc, ils ont été pas mal pris au dépourvu, ce qui est extraordinairement désagréable quand on est responsable sanitaire. Troisième étude de cas, donc là on abandonne le paludisme, la schistosomose, on a parlé d'un protozoaire et d'un métazoaire, donc deux parasites. Là, on est face à un virus, mais malgré tout, le cycle est relativement comparable encore, enfin le cycle simplifié en tout cas, puisqu'il fait intervenir l'homme, pour ce qui nous concerne, et le moustique. Alors, on pourrait mettre autrement que l'homme, parce que là je vais modifier tout de suite, mais enfin, j'ai conservé toujours pour l'homogénéité des diapositives, donc cet aspect-là. Et donc on pose la question toujours de savoir si c'est une maladie liée à l'eau. Vous vous en doutez que oui, sinon vous n'aurez pas conservé dans cet exposé. Et quelques points d'introduction sur la vallée du Rift. La fièvre de la vallée du Rift, à laquelle vous n'êtes pas forcément familiarisé, c'est que c'est une arbovirose donc, de la famille des Buniaviridae, qui est transmise par les moustiques Aedes, souvent par de nombreux moustiques, peut-être même pas seulement, les Culex pourraient jouer un rôle aussi. C'est une maladie qui est imprédominée au continent africain et qui circule habituellement sous forme d'épizooties. Donc normalement l'homme n'est pas tellement touché, sauf que dès lors que ça concerne essentiellement les moutons, eh bien c'est un virus qui peut se développer également chez l'homme, et donc les éleveurs constituent véritablement une population à risque. Et donc comme pour toutes les maladies virales qui fonctionnent sous forme de bouffées épidémiques ou épizootiques, donc la question est de savoir comment se maintient le virus en période de non-visibilité du virus, hors donc de toute présence de cas. Et donc on s'est rendu compte que la transmission transovarienne, qui est un mécanisme qui fonctionnait très bien chez les moustiques, ça a été fait à partir de mares comme celle-ci. Je remercie Didier Fontilly de m'avoir prêté ces photos. Donc dans le Ferlo au Sénégal où il a travaillé, il a pris des photos d'une même mare, je suis convaincu que c'est la même, et il me l'a certifié, en saison sèche et en saison des pluies. Donc c'est difficile pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce que peuvent être ces zones sahariennes et sahéliennes, de voir la différence qu'il peut y avoir entre saison sèche et saison des pluies, mais ceux qui le connaissent ne sont pas étonnés. Et donc en saison sèche, une équipe américaine au Kenya, donc pas au Sénégal, mais a mis sous une énorme moustiquaire, une sorte de mare comme ça. Ils ont amené une vingtaine de camions citernes pour mettre ça en eau. Ils ont récupéré les larves, et à partir des larves qu'ils ont élevées, eh bien ils ont sorti donc le virus de la fièvre de la vallée du Rift, aussi bien de l'eau de larve que de l'eau de femelle, quand ils ont récupéré les adultes, que même de l'eau de mâle.
Donc quelque part on a considéré ça comme une preuve absolue du fonctionnement de cette transmission transovarienne du virus. Toujours quelques notions sur la fièvre de la vallée du Rift et sur son lien avec les aménagements hydro-agricoles. C'est que le virus s'appelle fièvre de la vallée du Rift parce qu'il a été isolé pour la première fois en 1930 au Kenya, dans la zone du Rift. La première véritable épidémie de cette maladie a survenu en 77-78 et ça a eu lieu en Égypte, avec pas mal de cas, 200 000 cas et 2000 décès chez les hommes, avec encore de très très nombreux décès chez les moutons et même chez les bœufs, chez les bovidés. Et c'était une zone pour laquelle la fièvre de la vallée du Rift n'avait jamais été observée. On n'avait jamais imaginé que la fièvre du Val du Rift se développait en Égypte. Donc on a essayé de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et on s'est rendu compte que cette épidémie est survenue juste après la mise en eau du barrage d'Assouan, un énorme barrage qui est en travers du Nil, le fleuve Nil, et qui crée, j'allais dire, des perturbations écologiques dans toute la Haute-Égypte et même probablement dans le sud, dans le Nord-Soudan, avec une sorte de continuum qui ont permis aux animaux de circuler très rapidement, de se déplacer et d'être dans des endroits où ils ne se trouvaient pas auparavant. Et conséquence, c'est qu'il est apparu un variant du virus qui a probablement fait abstraction de la transmission par moustique et qui pouvait passer directement d'homme à homme et donc fonctionner en aérosol, à l'origine donc du développement de l'épidémie très importante d'Égypte. Une dizaine d'années plus tard, donc, on observe un peu la même chose en Mauritanie. Donc là, là encore, on a vu que c'était quasiment concomitant de la mise en eau du barrage, des barrages de Diama et de Manantali. Donc sur la rive droite du fleuve Sénégal, un peu le même genre de phénomène qu'en Égypte, avec le même variant viral, quoique minoritaire. Le type sauvage du virus était dominant, mais le variant minoritaire était quand même pas là, et donc a été à l'origine de manifestations pathologiques très importantes, aussi bien au niveau des ovins que des hommes. Alors la question qu'on se pose toutes, c'est de savoir si, en fonction de ce que l'on connaissait, de ce qui se passait, de ce qui s'était passé en Égypte, est-ce qu'il était possible de prévoir 10 ans plus tard en Mauritanie qu'une épidémie de fièvre de la vallée du Rift pouvait se développer? Eh bien, j'allais dire, là on a la réponse définitive, puisqu'elle est coulée dans le bronze du Lancet, et l'équipe de Saluzzo et de collaborateurs donc a émis l'idée de faire attention au possible développement d'une épidémie, puisqu'il y avait un parallèle à faire entre ce qui s'était passé en Égypte, que l'on avait bien observé, et ce qui était susceptible de se passer en Sénégal, Mauritanie, à l'occasion donc de ces constructions de barrages. Et donc la mise en eau de ces barrages et de la régulation du fleuve Sénégal a donc été associée à une épidémie de façon très comparable. Il y a également un facteur important, c'est que des pluies précoces ont joué probablement pour maintenir le bétail plus longuement dans cette zone, alors que normalement il part migrer plus loin vers le nord, et donc il s'est retrouvé là un petit peu plus longuement. Mais il n'empêche que dans les deux cas, il y a eu un énorme barrage qui a été construit. Pour illustrer donc que la fièvre de la vallée du Rift a fait parler encore d'elle d'autres fois, c'est des épidémies au Kenya, avec là encore des pluies d'une intensité exceptionnelle. C'était une des premières manifestations de ce qu'on a appelé les phénomènes El Niño. Encore en Mauritanie en 98 et en l'an 2000, des épidémies encore dans des zones géographiques où on n'avait jamais vu la fièvre de la vallée du Rift auparavant, au Yémen et en Arabie Saoudite. Donc tout ça pour vous exprimer, donc pour vous illustrer ce que peut être une maladie émergente. Voilà quelques photos avec, paraît-il, la ville d'Assouan et une photo du Nil au moment donc où il est à son étiage, photo du fleuve Sénégal et du barrage de Manantali. Donc conclusion sur ces grands barrages, c'est que la construction de grands barrages en Égypte et en Mauritanie a été associée à deux des principales épidémies de fièvre de la vallée du Rift. Voilà pour les études de cas. Maintenant on passe à la deuxième grande partie, donc que j'estime les généralités sur les maladies liées à l'eau. Et donc là j'ai cité mes sources. Et donc le premier point concerne les maladies d'ingestion.
avec un certain nombre de listings. Là, ça va faire un petit peu catalogue, hein, vous m'en excuserez, mais j'ai 2 diapos comme ça. Après, on repassera à des choses un petit peu plus vivantes. Mais bon, ça fait du bien de faire un peu le tour de la question. Donc, pour la traiter, donc les maladies d'ingestion, avec la liste de certains polluants chimiques, comme les métaux lourds, des engrais, des pesticides, toutes les pollutions en général, qu'elles soient organiques ou inorganiques. Bon, maladies d'ingestion liées à des carences ou à des excès d'éléments chimiques, on pense à l'iode et au goitre, on pense au fluor et à la fluorose, l'un étant une carence et l'autre étant un excès. Bon, les maladies d'ingestion se définissent par leurs germes pathogènes, hein, ça peut être des virus, des hépatites, la polio, des rotavirus, des entérovirus, des bactéries comme le choléra, la salmonellose, les shigellose, leptospirose, colibacille. La liste est énorme, hein, c'est juste des illustrations. Des protozoaires, on a vu les amibes et les giardia. En tant que maladie d'ingestion, il y en a évidemment d'autres. Hein. L'eau, c'est la vie, nécessairement, donc c'est aussi les maladies et c'est des agents pathogènes. Des maladies de l'hygiène, c'est un terme générique un petit peu large, mais enfin on voit ce que ça recoupe. Les diarrhées, la notion de propreté de main, les dermites, conjonctivites, otite, le puant, le bégel, donc tout ce qui est lié aux soins corporels, et les maladies type ectoparasites avec des transmissions éventuelles par vecteur, comme les typhus à poux, les fièvres récurrentes à poux, donc la propreté des vêtements. Donc ça a rapport quand même avec l'hygiène. Maladies de contact, qui sont un petit peu différentes des autres, hein, clairement, où la pénétration est faite par l'agent pathogène directement. On a illustré ça tout à l'heure avec les schistosomoses. C'est également la dracunculose, c'est les douves, c'est les dermatoses. Et les maladies de voisinage, où là c'est un petit peu plus large, où l'eau est moins présente de façon immédiate. C'est les maladies dont le vecteur a une phase aquatique, comme le paludisme, les arboviroses, hein, on a illustré ça tout à l'heure, filariose lymphatique, onchocercose, pas toujours, souvent c'est des phases larvaires, c'est vrai, c'est de ces vecteurs, ou alors les maladies dont le vecteur vit au bord de l'eau, essentiellement, donc tout ce qui est associé aux forêts-galeries, par exemple les trypanosomes africaines. Voilà, hein, je vous en dispense, mais tout ça donc c'est lié à l'eau. Les déterminants épidémiologiques des maladies liées à l'eau, là encore c'est la même diapositive, si j'ose dire, que la précédente, mais avec une lecture qui est transverse. Donc là on ne s'intéresse plus aux maladies elles-mêmes, mais on s'intéresse aux déterminants de ces maladies. Donc on regarde les maladies dans leurs ensembles, mais on catégorise les déterminants de ces maladies. Et là encore, je cite mes sources, M. Jean Bouffet. Donc, le premier déterminant important, c'est, je crois, que la nature de l'élément pathogène. Et donc, dans ce cas-là, il faut opposer tout ce qui est chimique, avec les notions de pollution, avec les déterminants biologiques qui sont véritablement des agents de maladie. L'éco-hygiénie de l'agent pathogène, donc là on s'intéresse qu'à ce qui est biologique, et donc quelque chose d'extrêmement important, c'est la répartition, l'aire de répartition de l'agent pathogène. Là où l'agent pathogène ne se trouve pas, la maladie ne se trouve pas. C'est une évidence, mais elle est toujours bonne à rappeler. Et donc elle dépend des caractéristiques de l'eau, de la persistance et de la résistance à la dessiccation, par exemple là où justement l'eau n'est pas présente tout le temps. En matière de biologie des vecteurs, les choses importantes donc c'est les phases aquatiques, ces notions de phase aérienne et tout ce qui est comportement du vecteur avec longévité, anthropophilie, capacité vectrice, toutes ces choses-là relèvent du vecteur. L'agent pathogène donc doit évidemment s'adresser à un homme qui est réceptif, hein, si l'homme est réfractaire ou s'il est aimant, eh bien ça n'aura pas du tout la même importance de la maladie et la dispersion de l'agent pathogène est importante également. Tout ce qui est écologie humaine, qui est cher à notre maître Jean Bouffet, c'est les rapports entre l'homme et l'eau, c'est très important. Tout ce qui est consommation d'eau, le voisinage de l'homme avec son eau et les usages agronomiques ou industriels. Le rapport entre l'homme et le vecteur, là encore c'est important. La situation et la nature de l'habitat, l'habitude du sommeil, les déplacements, les rapports avec le bétail, c'est important. Et point essentiel aussi, c'est que l'homme est capable de se déplacer par lui-même, il le fait constamment. Hein. Je pense que les gens qui participent à cet atelier sont des bonnes illustrations et donc peuvent éventuellement, comme tout le monde, être des disséminateurs de ces agents pathogènes. Les facteurs socio-économiques, donc, ça a un rapport très, très considérable en matière de prévention ou de traitement. Hein.
et la vaccination, la prévention, les traitements géniques, et puis comment on pourrait traduire sustainability, la capacité de maintenir sur le long terme des opérations. Donc tout ce qui est accès aux soins également est très important, les systèmes de santé et ce qui a rapport avec le futur et l'éducation sanitaire. Voilà, c'est des diapositives un peu lourdes, je le sais, mais enfin elles permettent au moins de faire le tour du sujet et j'ai quand même décidé de vous les présenter. Donc terminons, si vous voulez bien, sur ces études de cas et où on se rend compte que les exemples qui ont été présentés, ils ont été choisis de façon très disparate, mais qu'ils présentent souvent une méthodologie commune avec un suivi longitudinal sur le long terme. On a vu que la comparaison à 15 années d'intervalle sur la vallée du Cou était très instructive et que ce qui s'est passé 10 ans avant au lac d'Assouan par rapport à ce qui se passe sur le fleuve du Sénégal était très important. Donc ces exemples ont permis d'illustrer comment ces situations peuvent être changeantes sur le long terme et comment elles pourraient être difficiles à anticiper. Il n'y a qu'une seule fois où j'ai mentionné qu'il y avait eu une anticipation, c'était sur la fièvre jaune en Mauritanie par rapport à ce qui s'était passé en Égypte. Tout le reste du temps, quelque part, on a été relativement surpris et les responsables sanitaires ont été surpris de voir se déclencher des épidémies. Troisième point important en matière de conclusion qu'on peut retenir, c'est qu'il y a donc de la difficulté à prédire l'impact d'un aménagement agricole sur une question donnée, comme si on était à l'heure actuelle plus dans une phase d'observation de ce qui se passe dans la nature que sur une phase d'intégration de toutes nos connaissances pour les utiliser dans le domaine de la prédiction. C'est une conclusion qui est un petit peu négative, mais je crois que je vais persister encore plus dans ce domaine négatif. Avec une autre considération, donc là nous abordons beaucoup plus la discussion, si vous voulez bien. Y a-t-il des mauvaises pratiques? C'est-à-dire on entend par mauvaise pratique ce qu'il faut éviter lors de la mise en place d'un aménagement ou d'une irrigation. Y a-t-il des bonnes pratiques? C'est-à-dire soit ce qu'il faut faire avant pour minimiser les impacts négatifs, ou bien après pour corriger les impacts une fois qu'ils se sont révélés. Donc ça c'est une question, c'est une très vaste question, ça pourrait faire en soi l'objet d'une communication. Et donc pour illustrer donc un petit peu ce questionnement, on a envie de se demander, est-ce que l'on peut assécher les rizières? Est-ce qu'il y a moyen d'assécher les rizières pour qu'au milieu de la culture du riz, on puisse à la fois préserver la productivité agricole, c'est-à-dire la récolte, mais empêcher la production de moustiques? On pourrait très bien imaginer d'une façon très théorique que toutes les semaines, on assèche 100% de la rizière, et comme il faut plus d'une semaine pour que le développement larvaire des moustiques intervienne, dans ces cas-là, si le riz n'est pas atteint, on pourrait très bien envisager une rizière qui ne produise aucun moustique. Ça, c'est théoriquement possible, mais en pratique, c'est quasiment impossible d'assécher complètement une rizière. On le fait, évidemment, une fois que le riz est mature, pour que le riz sèche, mais l'irrigation a été permanente, vous le savez bien, pendant pratiquement 3 mois, pour que le riz arrive à maturité. La plupart du temps, quand il y a un assèchement de la rizière, c'est une catastrophe pour les paysans, puisque la culture du riz, dans ces cas-là, a un rendement qui baisse considérablement. Si bien que ce n'est pas fait. Donc cette question, peut-on assécher les rizières? La réponse est oui, on peut, mais dès lors qu'on s'attaque à la production de riz, eh bien on ne le fait jamais. Il y a quelques exemples dans la littérature expérimentaux, justement, où pour empêcher la production de moustiques, on a essayé d'assécher les rizières, mais on se rend compte que c'est très compliqué, que ça marche très mal et que le monde paysan, pour le moment, n'est pas réceptif à ce genre de pratique. Deuxième question, beaucoup plus en rapport avec ce qu'on a dit sur les épidémies de fièvre de la vallée du Rif. Est-ce qu'on aurait pu empêcher le bétail de venir boire dans les mares? Il est clair que poser la question comme ça dans une zone où il n'y a pas d'eau aux alentours, ça n'a pas de sens. On ne peut pas empêcher les éleveurs de faire venir boire leur bétail. Le bétail doit venir boire au moins une fois par jour, sinon eh bien, il n'y a plus de bétail. Donc dans ces cas-là, c'est clair qu'on ne peut pas gérer la prévention d'une épidémie de fièvre de la vallée du Rif avec le genre de comportement qu'on pourrait théoriquement demander aux agriculteurs. Donc, je pose des questions de façon un petit peu provocatrice, j'en suis bien convaincu, mais quelque part, ça revient à ça. C'est est-ce que l'on peut, j'aurais pas dû mettre ça plus, est-ce que l'on peut donc s'attaquer à ces questionnements-là sans empêcher la production de riz ou sans nuire à la viabilité du troupeau? Eh bien, quand on pose la question comme ça, la réponse est non, on ne peut pas tout ça. Par contre, ce que l'on peut, je crois,
c'est qu'on peut se poser la question de savoir s'il y a des différences entre les aménagements majeurs, c'est-à-dire les énormes barrages, les énormes périmètres irrigués, avec par contre des petits aménagements, par exemple des petits barrages ou des petits aménagements pour le maraîchage ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y aurait une différence en termes d'impact sanitaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y aurait certains qui seraient des bonnes pratiques et d'autres qui seraient des mauvaises pratiques? Je n'ai pas du tout envie de réponse parce que je ne détiens pas la réponse, mais j'ai envie de poser la question, avec peut-être quand même un petit a priori. Je dirais que j'ai l'impression que des petits aménagements ont des conséquences moins graves en termes sanitaires, potentiellement, que de grands aménagements, mais je suis tout prêt à en discuter avec vous tout à l'heure. Alors, quelle est l'importance de tout ça en termes d'aide à la décision? Parce que c'est bien joli de connaître son sujet, mais on le connaît pour l'utiliser, donc on l'utilise quasiment tout le temps, je dirais, dans cette perspective d'une décision. Il est clair que les aménagements agricoles qui existent déjà, on ne va pas les empêcher de continuer, ils vont perdurer, ils vont continuer. Mais ceux qui n'existent pas encore, à la limite, on peut se dire que nous autres, ou vous autres, qui êtes des décideurs potentiels, des gens qui seront consultés pour ces aménagements, vous auriez éventuellement un mot à dire en intervenant du style « Non, moi sur le plan sanitaire, je pense qu'il ne faudrait pas se lancer dans cet aménagement parce qu'il comporte trop de risques de dégradation de l'état sanitaire. » Ça, c'est quelque chose que vous pourriez dire. Alors, malgré tout, on va vous répondre si vous dites ça. On va vous dire, mais comment se fait-il? Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre l'accroissement de la production agricole? La population mondiale ne cesse d'augmenter, donc il faut produire davantage. Alors, vous allez répondre quoi? Vous allez répondre que oui, il faut produire davantage. C'est vrai. Est-ce que vous êtes contre l'augmentation des denrées monnayables? Est-ce que vous vous opposeriez quelque part à ce que les gens gagnent davantage d'argent en vendant le produit de leur travail? Vous allez dire non, normalement, je n'y oppose pas. Est-ce que vous êtes contre l'accroissement du niveau de vie? Non, sûrement pas. Et puis alors après, on va vous balancer des trucs complètement stupides, si vous êtes contre l'électricité, vous êtes pour la fin dans le monde, la pauvreté, là encore, je fais dans la provocation. Mais je veux dire, il y a des questions pour lesquelles on ne peut pas être pour ou contre, on est forcément d'accord avec le fait qu'il faut réduire la fin dans le monde, la pauvreté, et qu'on est d'accord avec l'augmentation de la production agricole. Et c'est ça le problème, de ces aménagements agricoles. C'est que quand on essaye de discuter de ça, c'est qu'on vous oppose toujours la notion de progrès. S'opposer à l'aménagement de l'espace, c'est quelque part lutter contre ce que vos contemporains estiment être le progrès. C'est encore plus vrai dans les zones des pays en développement où là, justement, ces notions se posent avec une acuité essentielle. On n'a pas le choix face à une population qui a faim, ou face à une population qui est réputée une des plus pauvres du monde. Toutes les solutions qui vont permettre de résoudre ces problèmes seront bonnes à prendre, ou en tout cas seront à tenter. Et j'ai bien peur, je veux bien discuter, que le poids des bailleurs de fonds dans ce questionnement n'est pas toujours anodin non plus, puisque souvent ce sont des grands aménagements qui sont pris en charge sur le plan financier par l'extérieur, et donc quand il n'y a pas d'argent à débourser dans les populations qui vont être bénéficiaires potentiels de ces aménagements, la discussion est extrêmement faible. On reste sur le domaine des implications pour l'aide à la décision, et donc on va se poser la question quand même de savoir si les connaissances actuelles sont suffisantes pour autoriser la prévision. On a l'impression de tout ce que j'ai dit, moi c'est ce que je ressens, c'est que ces connaissances sont encore trop fragmentaires pour avoir un argumentaire béton très solide face à un décideur pour lui dire non, vous ne pouvez pas vous lancer dans cet aménagement-là parce qu'on va à la catastrophe sanitaire. Ceci dit, moi je pense qu'on ne le sait pas encore. Ceci dit, y a-t-il moyen sur la base d'arguments strictement sanitaires donc d'opposer une sorte de non-recevoir à un aménagement qui est commencé? Sûrement pas. À mon avis, l'aménagement va aller à terme, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en termes sanitaires, quel que soit le type de catastrophe qu'on peut avoir, il sera quasiment impossible d'envisager même un simple arrêt des travaux. La seule possibilité serait, je crois, d'empêcher le début dans les discussions préliminaires d'un aménagement si on estime qu'il serait trop risqué. Et donc, dans ces cas-là, on peut se poser, y a-t-il moyen pour un décideur d'être responsable? C'est-à-dire, est-ce que son avis sera écouté s'il est expert en termes sanitaires et non pas en termes d'aménagement? Petite parenthèse, puisqu'on est à Madagascar, on va parler d'une île voisine. On n'a pas cette année de collègues de la Réunion, mais on pourrait en avoir un jour dans l'atelier. Et donc, c'est un truc que j'ai trouvé sur Internet, dans mes recherches.
Donc si vous allez voir ce site-là, vous verrez que j'ai tout copié, j'ai fait que du copier-coller, à part les photos qui sont de certains de mes collègues que je remercie. Et donc il y a un machin qui s'appelle Schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ça s'appelle SAGE, et ça concerne la région ouest de la Réunion. La région ouest, voilà, est définie ici. Avec comme caractéristique essentielle, c'est que c'est la région la plus riche en termes touristiques, puisque la quasi-totalité, beaucoup d'hôtels sont sur cette côte-là, c'est la côte la plus ensoleillée, donc la plus ensoleillée, ça veut dire la moins arrosée. Donc il y a du soleil, il n'y a pas d'eau, et de l'autre côté, il y a énormément de flotte, toute la pluviométrie maximum de la Réunion, c'est de ces zones-là. Avec un projet qui pourrait paraître complètement fou, mais qui c'est sûr va se faire, c'est qu'ils vont récupérer la flotte qui tombe de ce côté-là, avec des barrages, ils vont faire un trou dans la montagne, avec une canalisation à l'intérieur de la montagne qui va traverser constamment l'île d'ouest, donc d'est en ouest, et seulement par gravitation, on va récupérer la flotte et on va la faire s'écouler du côté ouest. Donc ça, c'est un projet qui n'est pas du tout débuté, mais je prends pari que dans les 10 ans qui viennent, eh bien, ça interviendra. Et donc ça permettra, entre autres, de récupérer l'eau dans toute cette zone où on a besoin, pour développer, entre autres, c'est ce que l'on dit, est-ce que ça se fera, j'en sais rien, mais ça développera peut-être les zones de culture de canne à sucre, qui est une culture qui bénéficie grandement de l'irrigation. Qui dit donc irrigation dit gîte larvaire potentiel, parce qu'il y a forcément des gaspillages d'eau, c'est inévitable. Dans un monde parfait, l'eau qui serait envoyée sur les cannes à sucre ne servirait qu'à la croissance des cannes à sucre, mais il n'empêche qu'il y a toujours des impondérables, des imprévus, et qu'il y a même sur les routes des flaques d'eau qui peuvent se développer. Et donc, tout ce beau discours, là où les enjeux, donc plein de grands mots, des grands projets d'aménagement, développement du territoire, pression démographique, les enjeux, agriculture, gestion quantitative et qualitative de l'eau sous toutes ses formes, vous actez donc quelque part à un discours qui me semble inattaquable. J'aimerais bien que vous ne soyez pas de mon avis, mais donc je ne sais pas si on a besoin de cet aménagement à La Réunion, peut-être que oui, mais en tout cas, il se fera. Revenons à notre implication, et donc peut-on considérer globalement cette question des apports positifs et négatifs? Un aménagement, c'est jamais soit entièrement condamnable, soit une panacée absolue. On est toujours, quelque part, dans la bouteille à moitié pleine et à moitié vide, et selon qu'on regarde le côté positif ou négatif, on va avoir, et selon les aménagements aussi, on aura un point de vue qui sera différent sur la question. Les aspects positifs sont quasi systématiques, dès lors que les gens ne font pas n'importe quoi, malgré tout, ils ne vont pas se lancer dans des travaux, surtout dans des grands travaux, sans aucun espoir de bénéfice. Donc il y a souvent l'augmentation de la production agricole, ça c'est clair, c'est mesurable et c'est évident. Il y a aussi souvent un aspect économique, les gens vont avoir accès à une denrée qui est monnayable, ils vont la vendre, ils vont avoir un retour, ils auront de l'argent, et quelque part avec de l'argent, normalement ça augmente le niveau de vie, ça permet énormément de choses, ça a quelques transformations sociales, ça a quelques transformations positives, et ça permet tout ce qui est une augmentation de l'éducation et de l'hygiène. C'est clair que tout va dans ce sens, c'est pas mal. On peut illustrer ça avec la dracunculose, qui est une maladie contre laquelle on peut reconnaître qu'il n'y a pas de véritable programme de lutte très très bien organisé, mais quelque part l'augmentation du niveau de vie a fait que la dracunculose par elle-même a grandement diminué. Dès lors que l'eau de boisson est quelque chose qui est bien conforme à ce que l'on attend d'une notion de progrès, eh bien dans ce cas-là on n'attrape plus la dracunculose. Alors je sais qu'il y a des programmes d'éradication mondiale de la dracunculose, mais quelque part ils bénéficient grandement de l'augmentation générale du niveau de vie et de l'hygiène en général. Donc, c'est-à-dire l'aspect positif des aménagements sanitaires et des aménagements agro-agricoles en termes sanitaires doit être considéré. Toutefois, j'ai quand même l'impression que l'aspect sanitaire est une facette qui est très minoritaire des aménagements. Je veux bien avoir votre point de vue, si vous n'êtes pas d'accord, vous serez les bienvenus pour me dire le contraire, mais je suis convaincu que moi, les aménagements donc, se font de toute façon, et que quelque part, dès lors qu'il y a une catastrophe, j'allais dire, eh bien, on met en branle tout un système de réponse, j'allais dire, qui est essentiellement basé sur le système de santé et sur l'augmentation de l'offre de soins. Petite illustration encore que j'ai trouvée sur Internet pour préparer cette exposition, c'est que je voulais mettre une photo de la vallée du Cou, et je suis tombé sur quelque chose qui me plaît encore plus, je suis tombé sur un timbre avec ce discours ahurissant, donc timbre poste, pays, Burkina Faso, date d'émission très récente, 2003,
avec comme thème principal économie et industrie, agriculture et aliments, moisson et travail de la ferme. Bon, génial, on ne peut pas s'opposer à ça, hein, c'est le 19e siècle. Et comme sujet, hommage à la coopération entre le Burkina Faso et Taïwan, parce que c'est vrai que la Chine de Formose, à l'époque, était intervenue pour pour la création de ce périmètre irrigué. Hein. Alors ça s'intitule Du désert à la fertilité, rivière de la vallée du Cou. Donc comment voulez-vous vous opposer à un programme comme ça qui en plus relie l'Afrique à l'Asie? Voilà, ce sera ma dernière diapositive avec donc les remarques que je vous reprends. Hein, je ne fais que redire ce que je vous ai déjà dit, et donc il y a du texte. C'est qu'au sein des relations entre aménagement et hydro-agricole, les conséquences sanitaires, il y a une dichotomie qui est très forte entre le bénéfice socio-économique et le coût sanitaire. Tout ça sont deux notions qui sont intimement liées, mais qui sont à prendre en considération l'une et l'autre. Donc cette dichotomie est très forte, en particulier dans tout ce qui est aménagement des eaux de surface, hein, pour réguler la production agricole. Deuxième point, c'est que les conséquences, trop souvent, les conséquences des aménagements, les conséquences sanitaires sont observées a posteriori, elles ne sont pas prévues, et que dans l'idéal, au contraire, il faudrait incorporer toute une série de mesures pour prévenir et pour traiter les retombées sanitaires, qu'elles soient prévues ou imprévues. On a vu que le domaine de l'imprévision était fort avant que ces problèmes ne relèvent de la santé publique, donc au tout début de leur apparition, et que quelque part les épidémies de schistosomose à schistosoma mansoni, comme on a vu au Sénégal, ça ne devrait pas poser de problème de santé publique, ça devrait être régulé au tout début de la manifestation. Il y a donc un côté toujours positif, hein, à ces aménagements hydro-agricoles, même en termes sanitaires et même si ce n'est pas prévu. Donc il y a des retombées positives, hein, et que ces aménagements donc ne sont pas forcément condamnables a priori. Il y a une difficulté importante en termes de décision, donc de prise de décision, puisqu'il y a une sorte de dichotomie entre notre manque de connaissances et, au niveau des compréhensions des mécanismes et les impacts que ça pourrait avoir, puisque là on est dans le domaine multifactoriel, terriblement multifactoriel, donc la prévision est très difficile, il faut savoir reconnaître et connaître, annoncer quelque part nos limites dans nos connaissances. J'ai mentionné que l'individualisation des causes profondes est souvent incertaine et parfois non reproductible, ce qui est vrai dans un endroit, elle n'est pas toujours dans un autre, et que l'on procède donc encore à l'heure actuelle par étude de cas. C'est toujours intéressant de documenter ce qui se passe, donc au fur et à mesure qu'un aménagement se met en place. Il y a toujours de l'intérêt, j'allais dire, on est dans cette période où le recueil de l'information est toujours essentiel. Voilà, la dernière diapo, c'est juste la bibliographie que vous pourrez consulter lorsque la communication sera en ligne. Je vous remercie de votre attention et puis j'espère que vous allez intervenir maintenant.